Bonjour, bienvenue à notre webinaire de 18h30. C'est le premier qu'on organise en soirée et j'avoue que je suis agréablement surprise des 200 quelques personnes qui se sont inscrites à cette conférence. Donc, je me présente, je suis Sylvie Castonguay, directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Je vous souhaite la bienvenue à cette 6e conférence de notre série qui va se poursuivre jusqu'en mai 2024. Je tiens à remercier les partenaires financiers de notre série de conférences virtuelles, les sociétés Apellis, Biogène et Roche. La QDM est responsable du contenu associé à cette activité et j'atteste que l'ensemble du contenu a été conçu sans l'influence de nos partenaires financiers. J'aimerais maintenant vous expliquer le mode de fonctionnement de la conférence de ce soir. Notre conférencière Hélène Thibodeau, que je vais vous présenter dans quelques instants, va donner un exposé de 35 minutes environ, qui sera suivi d'une période de questions que je vais animer à partir des questions que vous poserez durant la conférence en utilisant le bouton Q et R qui est au bas de votre écran, ce qui veut dire questions et réponses. Et Hélène a aussi tenu compte des questions, des nombreuses questions qui ont été posées lors de l'inscription. Plusieurs personnes ont posé des questions aussi lors de leur inscription. Alors, je vous présente maintenant notre conférencière Hélène Thibodeau, qui est la présidente du conseil d'administration de la QDM depuis l'été 2022. Elle-même atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA depuis plus de 10 ans, elle a la forme humide depuis plus de 4 ans. Hélène a donné de nombreuses conférences pour la QDM depuis son arrivée au conseil d'administration et elle signe aussi une chronique dans notre bulletin d'information. Hélène est une gestionnaire d'expérience, maintenant retraitée, qui a occupé des postes de direction, de vice-présidence des opérations et de direction générale dans le domaine du transport de personnes au public et au privé. Et elle est aussi mère et grand-mère, ce qui est aussi très important. Hélène, c'est avec plaisir que je te cède la parole. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette belle présentation. Quand j'écoute ça, je me dis, bon, j'ai quand même eu une vie bien remplie. Maintenant, je suis atteinte de la maladie et ma belle vie continue. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, puis comment on peut faire pour vivre avec cette maladie le mieux possible. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la mission de la QDM. C'est un organisme à but non lucratif qui sert à vous informer, vous orienter et soutenir les personnes atteintes de dégénérescence maculaire, ainsi que leurs aidants, c'est-à-dire ceux qui vous entourent, ceux qui vous aident. On défend aussi l'accès gratuit au dépistage, au traitement, aux soins et aux nouveaux traitements, et aux services de réadaptation, incluant les aides visuelles et les outils technologiques. À la fin de cette conférence, vous devriez être beaucoup plus renseigné sur qu'est-ce que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, quels sont les symptômes, quels sont les facteurs de risque, quel est le chemin de la prévention, quels sont mes meilleurs conseils, parce que comme Sylvie le disait, d'entrée de jeu, je suis moi-même atteinte de la maladie et d'ailleurs, c'est la forme la plus grave. Quels sont aussi les traitements possibles, parce que ça évolue, ça bouge, pas nécessairement rapidement, mais ça bouge. Depuis 5 ans, il y a quand même eu des gros changements. On va en parler tantôt. Et la recherche, puis il y aura une période de questions. Toutefois, les questions que vous nous avez déjà fait parvenir, je vais tenter d'y répondre tout au long de la présentation. Avant d'aller plus en profondeur sur le sujet, j'aimerais aussi vous donner quelles sont mes sources. Il y a beaucoup de documentation qui provenait de la QDM, le site Internet de l'Association des optométristes du Québec et le site de Vaincre la cécité Canada, c'est Fighting Blindness. Certaines publications de Novartis et Bayer. Il y a aussi un livre fort intéressant qui a été écrit sur la DMLA par les docteurs Jean-Daniel Arbour, Pierre Labelle et Florian Senlab. Il s'agit de la 2e édition.
Il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont été enseignées par mon rétinologue, le docteur David Lederer, qui est aussi médecin conseil pour la QDM. Et comme vous avez pu le voir, il signe aussi une chronique dans notre bulletin. Et moi-même, mon expérience personnelle, comme je vous le disais, je suis aussi atteinte de la maladie. On va décrire cette maladie-là. C'est une maladie dégénérative progressive de la macula. Qu'est-ce que la macula? Ben, c'est une toute petite surface de la rétine. Elle est spécialisée. Pourquoi? Parce que c'est elle qui génère la vision centrale, c'est-à-dire notre vision la plus fine. Située au centre de la rétine, elle mesure 5 mm de diamètre et l'œil fait environ 1 pouce de diamètre. Alors, c'est infiniment petit. Alors, ça prend vraiment des outils diagnostiques spécialisés pour pouvoir voir ce qui se passe, pour que le médecin puisse voir ce qui se passe au niveau de la macula. Alors, comme je le disais, c'est cette portion-là de la rétine qui nous permet de voir les fins détails face à nous. C'est-à-dire, c'est cette vision centrale-là qui nous permet de lire, de conduire un véhicule, regarder la télévision, voir le visage des gens, les fins détails aussi lorsqu'on fait des travaux manuels, de l'artisanat, etc. Quelques statistiques. Malheureusement, c'est une maladie sournoise qui affecte quand même au Québec 500 000 personnes. C'est une maladie qui se manifeste principalement chez les personnes âgées de plus de 50 ans. À comparer avec les maladies à référence cognitive telles que l'Alzheimer, on compte au Québec environ 110 000 personnes. Toutefois, on peut affirmer que la dégénérescence maculaire est beaucoup moins connue que l'Alzheimer. Et ça, il faut que ça change parce que c'est dans la prévention qu'on réussit à ralentir la maladie. Alors aussi, la prévalence de la maladie augmente avec l'âge. Elle va toucher, par exemple, chez les personnes de 75 ans et plus, une personne sur quatre. Je vais vous faire un petit exercice pour bien comprendre quelle est la vision centrale. On va étendre nos bras en avant avec nos mains pointées vers le plafond, les doigts pointés vers le plafond. On colle nos mains ensemble et ce qu'on voit quand on regarde nos mains, c'est exactement ce qu'est notre vision centrale. Cette maladie-là fait en sorte que la vision centrale se dégénère, se perd progressivement. Et tout autour, ce que vous voyez, même si ce n'est pas clair, ça ne devrait jamais être affecté, à moins que vous ayez une autre maladie, telle que le glaucome, qui fait en sorte que c'est la vision périphérique qui part en premier dans le glaucome. Donc, ce n'est pas une maladie qui rend totalement aveugle, mais le fait de perdre la vision centrale progressivement et de finir en bout de ligne peut-être à 80, 85, 90 ans avec une vision centrale très altérée qui nous empêche de lire, de voir les visages, c'est quand même une forme d'handicap. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne va pas dégénérer jusqu'à ce point de perte totale de la vision centrale. Et on va voir comment on peut y arriver. Il existe deux formes de la maladie. C'est la forme sèche et qui est la moins sévère. Ça touche environ 90% des gens qui ont la DMLA. La forme humide, qui est la plus sévère, touche environ 10% des cas. Et ce qui est important de savoir, c'est que chaque forme peut se développer dans un seul œil ou dans les deux yeux. Et ce n'est pas symétrique. Ça peut aussi ne pas progresser à la même vitesse. Ça peut progresser lentement dans un œil, plus rapidement dans l'autre. C'est aléatoire. Les deux formes sont sans douleur, d'où l'importance d'en reconnaître les premiers signes et symptômes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous compreniez quel est le processus de la vision, parce que ça va vous aider à bien comprendre ce qui se passe quand vous avez la maladie et aussi à bien détecter toute forme de changement de vision. Alors, vous voyez, à gauche, on a la pupille.
Quel est le processus de la vision? Le processus de la vision, c'est la lumière qui entre dans notre œil et le cerveau qui traite les images. Comment il fait ça? La lumière qui entre traverse la pupille, traverse la cornée, traverse le cristallin, va frapper la rétine, va frapper la macula. Les images sont automatiquement transmises via le nerf optique dans le cerveau et développées par le cerveau. Donc, lorsque vous avez un problème de cornée, il y a différentes maladies qui existent aussi pour la cornée, mais ça peut être une raison pour laquelle vous voyez moins bien. Lorsque le cristallin s'opacifie, ben, on appelle ça une cataracte. Ça aussi, ça fait en sorte qu'on voit moins bien. Et lorsqu'il y a dégénérescence maculaire au niveau de la macula, ben, les cellules sont affectées parce qu'il y a formation de drusène. On va voir ça tantôt. Mais la raison pour laquelle je vous montre ce processus, c'est que lorsqu'on se lève un bon matin et qu'on voit moins bien, on ne peut pas dire ah, ça doit être mes lunettes. Non, ça peut être la cornée, ça peut être le cristallin, ça peut être la rétine. C'est pas à vous de dire ce qui cause votre perte visuelle ou votre baisse d'acuité visuelle. Ma recommandation, c'est consulter le plus rapidement possible. On peut commencer par un optométriste. On va définir plus en détail la forme sèche. Alors, comme je vous disais tantôt, 90% des gens atteints ont la forme sèche. La bonne nouvelle, c'est qu'elle progresse plus lentement. Puis je le redis, il y a, il y a beaucoup de personnes qui ont la dégénérescence maculaire et qui vont arriver avec 85 ans avec une vision, oui, altérée, mais encore acceptable pour conserver une autonomie. C'est aussi la forme la plus fréquente et elle survient lorsqu'il y a formation de drusènes, c'est-à-dire des petits dépôts jaunâtres dans une des couches les plus profondes de la rétine. On va voir ça en détail tantôt. Et lorsque ces drusènes s'accumulent, c'est ça qui commence à perturber les couches supérieures de la rétine et les photorécepteurs. Donc, ça produit des zones déformées et vides dans notre vision centrale. À un stade avancé, mais plus rare, des portions de la macula s'atrophient. On appelle ça l'atrophie géographique. Qu'est-ce que ça veut dire, atrophie? Ça veut dire mort des cellules. Les cellules ne fonctionnent plus, donc elles ne peuvent plus transmettre d'images au cerveau. Voici mes petites photos pour vous aider à bien comprendre qu'est-ce que la dégénérescence maculaire. Alors, à gauche, ça, c'est une photo, le rond, c'est une photo du fond de l'œil. C'est important lorsque votre optométriste ou ophtalmologiste vous propose cette photo, même si on doit la payer, de faire le test, de prendre la photo. À gauche, c'est une photo totalement normale. On voit, il n'y a pas de petits dépôts jaunâtres autour de la macula. La macula, c'est la zone, petite zone ombragée, brunâtre dans le milieu. Et on a aussi une vue en plan de la rétine. Alors, il y a différentes couches. On va commencer avec la choroïde, qui est la couche des vaisseaux sanguins. C'est où on voit les vaisseaux mauves et rouges. Il y a aussi la membrane de Bruch, qui est la petite couche verte. Il y a l'épithélium pigmentaire rétinien, on peut dire EPR. Ça, c'est très important, cette couche-là, parce que c'est là que se déposent les drusènes. Et les photorécepteurs qui sont dans la couche supérieure et les autres nerfs de la rétine. Donc, à droite, on voit les drusènes, comment ils se déposent. Ils se déposent entre la membrane de Bruch et le PR. Et c'est des petits dépôts calcaires. Et lorsqu'ils s'accumulent, vous voyez, lorsqu'ils grossissent, ben, ça déforme. Ça affecte les photorécepteurs, qui sont les cônes et les bâtonnets qu'on voit là, situés plus haut. Et c'est ça qui perturbe la vision. Maintenant, la forme humide, il y a seulement 10% des gens atteints de la forme sèche, ça peut être 10, 12, 15, là, mais habituellement, c'est autour de 10 qui développent la forme humide. Cette forme-là progresse plus rapidement. Il s'agit d'une urgence ophtalmologique.
Dans la forme humide, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vaisseaux sanguins anormaux qui se développent sous la rétine et comme ils sont fragiles, ils suintent et saignent, provoquant ainsi des distorsions. Les lignes droites sont courbées ou ondulées et un ombrage affecte la vision centrale, un petit voile gris. Je reviens avec les photos. À gauche, on a un œil totalement normal. À droite, on a un œil atteint de dégénérescence maculaire. La forme sèche, on voit que ce sont les petits dépôts jaunâtres qu'on appelle drusènes. Et on voit qu'il y a des zones rouges, des taches rouges. C'est du sang. C'est la forme humide qui s'est développée, des vaisseaux sanguins normaux se sont développés et ça saigne et ça suinte dans les couches profondes de la rétine. Et là, on voit que l'élévation de l'épithélium pigmentaire rétinien est beaucoup plus soutenue. Donc, la perte de vision est plus grave, plus instantanée. On s'en aperçoit du jour au lendemain lorsqu'on a la forme humide. Et tantôt, je vais vous montrer aussi comment faire un test pour ça. Mais c'est une urgence ophtalmologique lorsqu'on constate que nous avons une déformation d'image. Et même moi, lorsque ça m'est arrivé, je voyais sur, par exemple, une feuille blanche, une grosse tache rouge, brunâtre de sang. J'avais du sang dans l'œil. Si on compare les deux images côte à côte, on dit qu'à gauche, c'est la forme sèche. On voit les drusèmes, la courbe est beaucoup moins prononcée et on voit la forme humide. Maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir la forme humide sans avoir la forme sèche? Ça pourrait arriver, mais c'est très, très exceptionnel. Avant de développer la forme humide, 99,999 des gens ont la forme sèche. Donc, lorsqu'on a la forme sèche, il faut y aller en mode prévention pour empêcher que la forme humide arrive. Il y a des choses qu'on peut contrôler. On ne peut pas tout contrôler, mais je vais vous expliquer comment on peut faire ça. Alors, je voudrais aussi vous parler de la dégénérescence maculaire myopique parce que c'est aussi une maladie maculaire caractérisée par une myopie sévère qui est causée par un étirement du globe oculaire et ça entraîne un amincissement de la sclérotique et de la rétine, voire un déchirement de la macula provoquant des saignements sous-rétiniens. Alors, peut-être que la personne n'aura pas de DMLA, mais les segments sous-rétiniens vont devoir être traités parce qu'ils vont aller perturber les photorécepteurs. Donc, il s'agit aussi d'une cause majeure de perte irréversible de vision, d'où le mot dégénérescence myopique. Et heureusement, c'est le même traitement que pour la forme humide. Mais le mot le dit, c'est une dégénérescence, ça va progresser. Quels sont les symptômes? Ben, on a parlé tantôt, vision embrouillée ou floue, les lignes droites qui semblent ondulées ou déformées. On a souvent un contraste ou une sensibilité aux couleurs moins prononcée, les couleurs sont moins vives. On a une difficulté à voir de loin. On a des petites taches aveugles au centre du champ visuel. On a surtout une augmentation de la sensibilité à la lumière vive et une difficulté d'ajustement en passant de la lumière vive à la lumière tamisée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'auto-tester avec la grille d'Amsler. Voici cette grille. Je vais vous montrer comment l'utiliser. On conserve nos lunettes, on teste un œil à la fois. Donc, on bloque un œil, on regarde avec l'autre œil à environ à 12 pouces de distance, le point noir au centre, on fixe ce point-là et on voit s'il y a des distorsions dans les lignes ou des taches aveugles, des points noirs, des points blancs. Et lorsqu'on détecte ces symptômes, c'est important d'aller consulter rapidement lorsque nous avons un changement dans notre vision. On recommence avec l'autre œil, même chose. On fixe le point noir au centre, on identifie euh, les distorsions et les taches aveugles et les points noirs. Et pourquoi c'est important d'aller consulter? Parce que comme je vous ai expliqué le processus de la vision tantôt,
il n'y a qu'un professionnel de la vision qui peut vous dire exactement ce qui se passe dans votre œil. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'examen du fond d'œil, il y a la photo du fond d'œil, il y a l'OCT scan qui peut être fait. La plupart des bureaux d'optométrie maintenant ont cet examen-là. Je comprends qu'il faut payer. Même, je vous dirais que ça coûte moins cher chez l'optométriste que chez l'ophtalmologiste. Et à ce moment-là, c'est un excellent outil diagnostique pour essayer de voir ce qui se passe dans votre macula. Maintenant, quels sont les facteurs de risque? Bon, une fois qu'on a la maladie ou même avant de l'avoir, ben, c'est sûr que l'âge est important. Le sexe féminin, malheureusement, les yeux clairs, bleus, gris, verts, très pâles, les antécédents familiaux. Moi, j'ai les yeux bruns, mais j'ai beaucoup d'antécédents familiaux. Il y en avait du côté de ma mère. Il y avait de la dégénérescence maculaire humide aussi. L'exposition au soleil, l'hypertension artérielle et un taux élevé de cholestérol sanguin et le tabagisme. Maintenant, une fois qu'on se fait dire qu'on a la maladie, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Ben, si on fume, on arrête de fumer. C'est vraiment l'ennemi numéro un. Ça diminue le taux d'oxygène dans le sang et ça induit la production de radicaux libres. Pourquoi notre œil développe des vaisseaux sanguins anormaux dans la forme humide? Ben, c'est que notre œil, il manque d'oxygène à cause de tous les déchets qui se sont accumulés, les drusènes, et c'est un mécanisme de défense de notre corps qui dit il n'y a pas suffisamment de sang, d'oxygénation dans l'œil, fait des vaisseaux sanguins, essaie de guérir ce phénomène-là. Donc, c'est une surproduction de vaisseaux sanguins anormaux. Alors, si on arrête de fumer, ben, on s'aide déjà beaucoup. Bien s'alimenter, ben, je dis toujours, je ne vous donnerai pas de cours de cuisine, mais il faut cuisiner. Il faut surtout acheter les bons légumes, les bons aliments. Alors, c'est facile, on y va vers les plus colorés. Même la carotte, c'est excellent. Quand nos mères nous disaient mange tes carottes, c'est bon pour les yeux, c'était vrai. Il faut surtout privilégier aussi les aliments riches en lutéine et zéaxanthine. Euh, il y en a surtout là, dans les épinards, même la laitue romaine, il y en a beaucoup, les avocats. On parle aussi de vitamine C, de vitamine E, d'oméga 3. Il y en a dans les poissons. Puis tantôt, on va parler des vitamines. Je vais vous expliquer, essayer un peu de démystifier tout ça. Mais le conseil que je vous donne, c'est cuisiner beaucoup et manger beaucoup de légumes colorés et de fruits colorés, comme les oranges, aussi les kiwis, les avocats. Comment bien protéger ses yeux? Ben ça, c'est une fois qu'on a la dégénérescence maculaire, et je vous dirais même avant, nous, on n'est pas de la génération où on portait des verres solaires quand on était jeune. Surtout moi, j'ai commencé à être myope à l'âge de 10 ans, donc j'ai pas bien protégé mes yeux. J'avais pas les moyens d'avoir une deuxième paire de verres solaires à ma vue. Donc, je vous dirais que c'est important aujourd'hui de bien se protéger, même si on a la maladie. Ça peut empêcher l'aggravation. Donc, au soleil, on porte un chapeau, une casquette ou une visière et on porte des verres solaires même lorsque nuageux. Bon. J'ai fait une petite recherche pour savoir comment bien protéger ses yeux et les optométristes du Québec recommandent privilégier les verres anti-lumière bleue quand on fait remplir notre prescription pour notre vue. Ben, c'est toutes des choses qu'on peut ajouter. Vous me direz, oui, ça ajoute aussi à la facture, mais c'est déductible d'impôt. Alors, on choisit des verres anti-lumière bleue, des verres polarisés. Vous allez être conseillé à cet égard là, par les optométristes. Ils sont très conscientisés au fait de la dégénérescence maculaire aussi. Et le choix de la teinte pour les verres solaires est extrêmement important. C'est la teinte brune qui est privilégiée et je l'ai expérimentée parce que, ayant la dégénérescence maculaire humide, j'ai une petite tache grisâtre dans mon champ de vision.
Donc, si j'ajoute un verre solaire qui est bleu, gris, plus foncé, ça me fait voir plus noir, ça me fait voir vraiment moins bien. Alors que si j'ajoute la teinte brune, si je choisis un verre solaire de teinte brune, ben ça augmente la luminosité perçue et ça augmente les contrastes. Donc, on voit mieux les couleurs, on voit mieux tout ce qui se présente là, devant nous, même au loin, les couleurs demeurent plus vives. Aussi, c'est utile lorsque on a des problèmes de cataracte. Ça permet là, de raviver les couleurs un peu. Puis pour les personnes qui ont des problèmes de rétine, et c'est génial pour la conduite automobile parce que même à l'intérieur de notre habitacle, il y a souvent beaucoup de luminosité qui entre euh, et ça nous permet là, de même mieux voir le tableau de bord. Maintenant, quand on parle de verres solaires, je tiens à vous préciser que j'aime beaucoup les verres solaires enveloppants, les surlunettes, parce que ça empêche les rayons d'entrer dans l'œil, que ce soit par le dessus, le côté. Et comme on est très sensible à la lumière vive, je privilégie ce type de verre solaire la majorité du temps, surtout lorsque je joue au golf. Maintenant, on a parlé tantôt de vitamines. Lorsque vous êtes diagnostiqué pour la première fois d'une DMLA sèche, la majorité des optométristes et des ophtalmos vont vous dire, bon, prenez des vitamines. Pourquoi? Parce que c'est vraiment prouvé. Il y a eu une étude fort intéressante. C'est l'étude AREDS2, Age-Related Eye Disease Study 2, qui a prouvé que ça ralentit la progression vers la forme la plus grave, c'est-à-dire la forme humide, d'environ 25 sur une période de 5 ans. Bon, on va l'avoir quand même. Moi, je l'ai eu, même si je prenais des vitamines. Mais le message que je vous passe, c'est que tout ralentissement de la maladie, aussi petit soit-il, si ça peut nous permettre, vous permettre et me permettre de ralentir la maladie et de conserver une meilleure acuité visuelle pendant 3, 4 ou 5 ans de plus à un âge avancé, bien, ça signifie plus d'autonomie et une meilleure qualité de vie. Alors moi, je suis prête à prendre le pari. Je continue à prendre les vitamines, même si j'ai la forme humide, parce que de toute façon, on n'est pas en surdose de vitamines et lorsque on prend le dosage requis, il n'y a pas de danger. C'est certain que si on prend d'autres médicaments, il faut toujours en parler avec son médecin, médecin de famille, mais c'est quand même une bonne chose. Il y a deux formes de vitamines, AREDS2, il y a Vitalux et Préservision. Vitalux se présente sous la forme d'un gros comprimé difficile à avaler et Préservision, c'est une petite gélule. Et les deux comprimés, bien qu'ils soient différents, ont exactement les mêmes ingrédients et le même dosage. Alors, on prend celui qui est plus facile pour nous. Moi, personnellement, je préfère Préservision, plus facile à avaler. Et est-ce qu'on doit prendre des oméga 3 en plus? Moi, je vous dirais oui. C'est un anti-inflammatoire, puis on sait que tout ce processus-là de dégénérescence dans l'œil, c'est un processus inflammatoire aussi. Alors, l'oméga 3, c'est un anti-inflammatoire et c'est bon pour les personnes qui ont les yeux secs. On a souvent tendance à avoir les yeux secs en vieillissant, ce qui est aussi mon cas. Alors, je sens que lorsque je prends mes oméga 3, j'ai moins de difficultés avec les yeux secs. Maintenant, quels sont mes meilleurs conseils? C'est sûr que il faut toujours consulter régulièrement notre professionnel de la vue, notre optométriste ou ophtalmologiste. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Un optométriste ou un ophtalmologiste? Je vous dirais que la première porte d'entrée, si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir un rendez-vous avec un ophtalmo, bien, consultez un optométriste. Ils sont très qualifiés et, comme je vous disais tantôt, plusieurs bureaux ont maintenant l'OCT scan. Donc, s'il y a un problème plus sérieux avec votre rétine, votre dégénérescence maculaire,
ben, il va être en mesure de vous référer rapidement à un spécialiste. Aussi, il ne faut pas hésiter à demander un deuxième avis. Lorsqu'on consulte un optométriste ou un ophtalmologiste, qu'on décrit nos symptômes et qu'on ne se sent pas écouté ou qu'on pense qu'il y a un problème, puis qui n'a pas vraiment été détecté, c'est pas mauvais de demander un deuxième avis. Vous me direz, c'est difficile aujourd'hui dans notre système de santé. Oui, c'est difficile, mais ça prend de la persévérance. Il faut vraiment retourner voir l'optométriste et lui dire, regarde, ça s'est pas bien passé avec cet ophtalmo-là. Peux-tu m'en référer un autre? J'aimerais avoir un deuxième avis et ça va fonctionner. C'est ce que j'ai fait. Ça m'est arrivé et depuis ce temps-là, je suis traitée par le deuxième médecin que j'ai rencontré. Alors, comme je vous disais tantôt, l'OCT scan, la tomographie par cohérence optique, c'est un test très important. Ça donne une image précise de l'état de la rétine au niveau de la macula. Certains bureaux d'optométrie en ont maintenant et souvent, ça va coûter moins cher chez l'optométriste que chez l'ophtalmo parce que c'est un professionnel qui est moins bien rémunéré que les médecins spécialistes. Donc, pour faire la lecture du scan, les frais sont un peu plus raisonnables. Mais ça vaut la peine de passer ce test si on a le moindre doute sur un problème de rétine. Aussi, c'est certain, comme je vous disais tantôt, cette maladie-là se présente sous forme de drusène. Au début, bien souvent, les gens conservent une vision 20 sur 20 parce que la macula n'est pas encore affectée. C'est pas encore allé toucher la portion centrale de la macula, la fovea. Donc, au fur et à mesure qu'on commence à perdre la vision, on ne perd pas ça tout d'un coup, là, ça se fait graduellement. Et c'est important d'apprendre à utiliser toutes les technologies aidant la basse vision pendant que notre vision est encore bonne. Naviguer dans les menus contextuels, c'est mieux de faire ça quand on voit quelque chose que quand on voit moins bien. À titre d'exemple, la lecture de livres en papier, pour moi, c'est devenu maintenant trop difficile parce que les caractères d'imprimerie ne sont pas tous les mêmes, les niveaux de contraste ne sont pas tous les mêmes, donc j'arrive pas à lire un livre en papier à une vitesse raisonnable. Maintenant, je lis tous mes livres sur une liseuse ou une tablette où là, je peux ajuster ma luminosité, le contraste et les caractères. Donc, on peut s'abonner à la bibliothèque, il y a plein de livres électroniques. Euh, il faut s'adapter, il faut continuer à profiter de ce qui nous fait plaisir dans la vie. Et apprendre à se détendre et à profiter de la vie, ben, comme je vous disais tantôt, c'est pas parce qu'on a une maladie qu'on arrête de vivre, qu'on arrête de s'amuser. Oui, ça nous cause de l'anxiété, mais ça, il faut gérer ça. Et vous pouvez facilement joindre la QDM pour briser l'isolement et partager votre vécu avec d'autres personnes atteintes de la même maladie. On offre beaucoup d'activités qui sont très appréciées par les membres. Formation sur la technologie, le yoga, il y a déjà eu de la méditation et il y a aussi de l'information sur les aides visuelles. Je vous dirais qu'au niveau des aides visuelles, on a encore des petits devoirs à faire parce que c'est principalement les centres de réadaptation qui les offrent et sont référés dans ces centres-là les personnes qui sont habituellement déclarées légalement aveugles. Comme je vous disais tantôt, on ne devient pas totalement aveugle avec la dégénérescence maculaire, mais on peut devenir légalement aveugle. Légalement aveugle, ça veut dire qu'on est handicapé, on ne voit plus assez bien pour se faire à manger. On va toujours être capable de manger avec la DMLA, de prendre soin de nous, de faire notre toilette, de marcher, de voir s'il fait noir ou s'il fait clair. Mais lorsqu'on ne voit plus les fins détails, ben, on ne sera pas capable de couper nos légumes là, puis de se faire à manger. Donc, ça, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. On ne devient pas aveugle, on peut devenir légalement aveugle et ça nous donne accès à des services, ça nous donne accès à des subventions, ça nous donne accès à être déclaré handicapé et à
aussi indemniser sous forme de crédit d'impôt les proches aidants. Puis, je vous dirais qu'on a quand même des devoirs à faire là-dessus, là. Même moi, je ne maîtrise pas toute cette loi-là. Planifier son avenir, son habitation, son transport, ses proches aidants avec les différents organismes, ben, c'est certain que quand on ne voit plus aussi bien, ben, on a de la difficulté à entretenir notre maison, à être autonome, ben, on peut planifier, penser à déménager peut-être dans 4, 5, 6 ou 10 ans, dépendamment de notre situation aussi maritale. Au niveau du transport, ben, c'est toujours mieux d'habiter dans un secteur où il y a du transport collectif, du transport public, puis d'être bien entouré, d'avoir des bons amis, un proche aidant, puis faire appel aux différents organismes de notre région. Aussi, un bon conseil, c'est ne pas cesser ses traitements. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent, ben moi, je vais arrêter les injections parce que ça ne donne rien. Il faut comprendre que les injections ne guérissent pas la forme humide, elles la contrôlent. En arrière-plan, il y a toujours la forme sèche qui évolue. Alors, c'est pas parce qu'on a des injections que notre vision ne va pas dégénérer ou se dégrader. Ça se fait quand même lentement pour la forme sèche. Et la forme humide, ça peut se faire rapidement. La perte de vision peut être rapide parce que lorsque les vaisseaux sanguins vont sécher et cicatriser, ça va abîmer encore plus de cellules de la macula. Et c'est vraiment irréversible. Donc, il ne faut pas cesser ces traitements, il faut contrôler l'activité de la forme humide. Il y en a qui reçoivent des injections à chaque mois, il y en a qui sont 2 mois, il y en a qui sont 4 mois. Ça, c'est directement relié à l'activité de la maladie. Il y a des personnes qui ont une forme plus agressive, qui ont besoin de plus de traitement, puis il y a des personnes qui ont une forme moins agressive. Le médecin est en mesure d'étaler les intervalles entre les injections. C'est vraiment votre médecin qui est le mieux placé pour vous donner votre protocole de traitement. Et tester sa vision régulièrement avec la grille d'Amsler et consulter lors de tout changement. C'est pas parce qu'on a vu notre optométriste il y a un mois, puis que là, on fait la grille d'Amsler, on voit quelque chose de nouveau. Pas quelque chose qu'on avait déjà, quelque chose de nouveau. Là, il faut consulter rapidement lors de tout changement. J'ai eu une question, quelqu'un me disait qu'elle était suivie aux 2 ans avec une dégénérescence maculaire sèche. Aux 2 ans, madame, ce n'est pas suffisant. Je vous recommande de consulter votre optométriste au moins à chaque année. Et je sais qu'il y a des ophtalmologistes qui voient les patients aux 6 mois. Pourquoi? Parce que quand vous avez la forme sèche, le défi, c'est de ne pas développer la forme humide. Et la forme humide se développe très rapidement et c'est très agressif et ça prend un traitement vraiment rapide pour empêcher tout dommage ultérieur. Quels sont les traitements possibles? Ben, pour la forme sèche, actuellement, il n'y en a pas. Il y en a pour l'atrophie géographique, puis on va voir ça. C'est une forme euh, grave de la forme sèche. En fait, c'est une détérioration. Mais je vous ai mis un beau petit cœur parce qu'il faut s'alimenter sainement, faire de l'exercice, garder un poids santé, ne pas fumer, prendre nos vitamines. Et je vous dirais, faites pour vos yeux ce que vous feriez pour votre cœur. C'est ni plus ni moins une saine gestion de vie, une saine gestion d'habitudes alimentaires, d'exercice. C'est ce qui va nous permettre de rester en forme plus longtemps et de ralentir la maladie. Bon, on parle d'atrophie géographique de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est une forme avancée de l'ADMLA sèche. Là, c'est important que vous sachiez que ce n'est pas tout le monde qui a la forme sèche qui va faire de l'atrophie géographique. C'est seulement environ 15 à 20 des gens pourraient développer une atrophie géographique. C'est quoi? C'est tantôt lorsqu'on voyait les petits drusènes qui s'accumulaient,
mais lorsqu'ils s'accumulent, ils s'agglomèrent ensemble et ça fait en sorte que les cellules meurent dans la couche de l'épithélium pigmentaire rétinien. Et ça crée des zones de vision mortes, des points noirs. Dans notre vision centrale, c'est là que la petite tache grise qu'on voit, elle va devenir de plus en plus noire et c'est ça qui va faire en sorte que la vision centrale va se détériorer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant deux médicaments pour traiter ça. Il y a le Syfovre qui est en processus d'approbation par Santé Canada. Il est déjà utilisé aux États-Unis depuis le début de 2023. Ça se donne sous forme d'injection intravitréenne. Ça ne guérit pas la maladie, mais les études ont démontré que ça peut ralentir la progression de l'atrophie d'environ 25 sur un an et les effets sont cumulatifs d'année en année. Comme je vous disais tantôt, une progression plus lente peut signifier quelques années de plus d'une vision acceptable pour demeurer autonome. Il y a un deuxième médicament qui est prévu pour 2024, l'Iservé, et Santé Canada suit ça de près afin de donner les approbations nécessaires. Bon, pour la forme humide, on parle d'injection. C'est un anti-angiogénique. Ça ne guérit pas. Ça contrôle la maladie en empêchant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. Et puis, il y a deux nouveaux médicaments qui permettent d'allonger l'intervalle entre les injections. Ça améliore la qualité de vie des patients. Vabysmo, qui est déjà approuvé au Québec, puis le Eylea, qui est en processus d'approbation. C'est certain qu'aller se faire injecter une fois par mois, ben, c'est plus euh, éprouvant que d'y aller, par exemple, aux 2 ou 3 mois. Et ça, c'est quelque chose que vous devez discuter avec votre médecin. Bon, le choix du médicament pour la forme humide, maintenant, on a beaucoup plus de molécules qu'au tout début. Je vous les nomme: Avastin, Lucentis, Eylea, Biovu, Vabysmo, Biovis, qui est le biosimilaire de Lucentis. Le biosimilaire de Lucentis a été mis sur le marché en 2023 et la RAMQ, bien entendu, comme c'est un biosimilaire, comme il coûte moins cher, ben, la RAMQ ne va plus couvrir le Lucentis, sauf pour de rares exceptions. Maintenant, il n'y a pas d'inquiétude, le biosimilaire, le Biovis, est aussi efficace que le Lucentis, que le médicament d'origine. Au niveau de la recherche, j'accélère parce que je vois que le temps passe. Euh, je ne vais pas élaborer longuement sur la recherche parce que je ne suis pas une spécialiste, mais il y a quand même des avenues prometteuses avec la thérapie génique. On pourra agir en amont et empêcher que la maladie se développe là où les gènes défectueux sont identifiés. Soit on les annule et on les remplace avec une injection. Alors, c'est un processus de guérison versus un processus de réparation. Il y a aussi des gènes qui peuvent être introduits dans les cellules de la rétine pour les préserver, notamment l'EPR dont on parle beaucoup. C'est là que les drusènes se logent au niveau de la macula. Puis aussi introduire dans les cellules rétiniennes des gènes qui vont permettre à notre œil de produire son propre anti-angiogénique. Ça va aider pour la forme humide si on peut se faire injecter un produit et que ça va faire en sorte qu'on produit notre propre anti-angiogénique. Ça va réduire le fardeau des injections. Il y a aussi les cellules souches. C'est une médecine régénérative, donc c'est une capacité à pouvoir répliquer un organe. Puis ce qu'on vise, bien naturellement, c'est la régénération de l'épithélium pigmentaire rétinien, parce que c'est vraiment là que tout se passe au niveau de la DMLA. Puis pour le traitement de l'atrophie géographique, ben, je vous le disais tantôt, il y a deux nouveaux médicaments, le Syfovre et l'Iservé, mais ça, c'est vraiment une décision qui euh, sera prise par votre médecin. Puis c'est pas tout le monde qui a la forme sèche qui va développer de l'atrophie. Gardons ça en mémoire. Puis en fait, en résumé, il faut garder espoir, monitorer avec son médecin l'évolution de la maladie, puis favoriser la prévention avec de saines habitudes de vie. Avant de passer à la période de questions, ben, vous connaissez tous le site de la QDM. Il y a aussi le numéro de téléphone, mais on a aussi avec
l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec a un programme Mieux vivre avec la dégénérescence maculaire. Et sûrement que vous avez vu cette publicité-là dans les bureaux si vous les fréquentez. Mais dans le fond, on vous donne les informations pour joindre la QDM afin de mieux vivre avec la dégénérescence maculaire. Merci infiniment pour votre écoute. On peut passer à la période de questions. Merci beaucoup, Hélène. Encore une excellente présentation. Je vois qu'à Merci. chaque fois, tu ajoutes encore de l'information. Tu continues à te perfectionner. Félicitations. Donc, il y a Merci. beaucoup de questions. Encore cette fois-ci, on a une quinzaine de minutes. Il y en a beaucoup qui se recoupent quand même. Donc, je pense que je vais quand même. Il y a une dame, justement, pendant que tu parlais de la grille d'Amsler. Elle a dit: «Je viens de tester la grille d'Amsler et je vois comme des fils d'araignée dans certains carrés. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais m'inquiéter de ça?» Ben oui, parce que j'en ai eu une grille d'Amsler devant moi, là. En fait, c'est un quadrillage. Il faut que toutes les lignes soient droites. Il faut que chaque petit carré soit blanc. Si vous avez dans les petits carrés des lignes ou des petits fils d'araignée, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Alors, oui, dès que vous voyez une anomalie dans cette grille-là ou un changement dans votre vision, moi, mon conseil, c'est aller consulter tout de suite, le plus rapidement possible, un optométriste ou un ophtalmo si vous en avez un. Mais si c'est trop long, l'ophtalmo, là, bien souvent, l'optométriste, c'est une bonne porte d'entrée dans le système de santé. Merci. J'en profite pour mentionner que sur notre site web, notre nouveau site web, la grille d'Amsler, elle est disponible dans la section de l'auto-examen. Donc, elle peut être téléchargée ou regardée directement là, sur un écran. Donc, vous pouvez regarder ça très facilement. Tu mentionnais tantôt, Hélène, que qu'on peut avoir besoin d'aide visuelle avant d'être à un stade de perte visuelle où on irait dans un centre de réadaptation parce qu'on peut avoir à grossir les caractères. Là aussi, j'en profite aussi pour dire que sur notre site web, il y a une section sur les ressources et les informations pratiques où on parle de différents organismes. Il y a l'INCA, l'Institut canadien national pour les aveugles. Il y a les associations de personnes handicapées à limitation visuelle. Maintenant, c'est plutôt comme ça qu'on les mentionne. Et bien sûr, les optométristes, certains optométristes ont aussi plus d'informations sur les aides visuelles plus perfectionnées. Donc, il y a moyen là, d'aller chercher progressivement plus d'informations. On a souvent des gens qui mentionnent, il y a une dame qui dit ici, j'ai une DMLA humide, j'ai toujours une image qu'elle appelle fantôme dans son œil et depuis un an, j'ai un début de strabisme. Qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Est-ce que je devrais agir? Euh, Si madame a la dégénérescence maculaire humide, je présume qu'elle a des injections, qu'elle reçoit des injections, sûrement. Donc, Je peux pas bon, mentionner. écoutez, moi, je ne suis pas une professionnelle de la santé. C'est sûr que j'ai quand même quelques connaissances, mais jamais autant que les professionnels. Je vous dirais que si vous commencez un strabisme, ben, ça, il faut consulter. Parce que vous savez ce qui arrive là, quand les deux yeux fonctionnent, puis quand il y en a un qui devient moins bon que l'autre, ben, l'autre œil essaie de compenser, puis il essaie d'embarquer peut-être une image, puis là, ça joue sur les muscles, tout ça. Fait que vraiment, il faut consulter, madame. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que je n'ai pas les connaissances médicales pour vous répondre. Oui, hein, c'est souvent la réponse qu'on donne. On ne peut pas donner un avis personnel aux gens quand quelqu'un voit qu'il y a une problématique, qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. La Ouais. porte d'entrée, c'est souvent l'optométriste pour faire un premier diagnostic. Quelqu'un mentionne ici, dans le même sens, qu'elle a une pression oculaire dans les yeux. Est-ce que c'est associé à la dégénérescence maculaire? Non, non. La pression oculaire dans les yeux,
Puis là encore, moi, je ne suis pas médecin, là, mais j'ai quand même quelques connaissances. Ça, c'est le glaucome. Lorsqu'on a une pression intérieure trop élevée, c'est un début de glaucome. La bonne nouvelle, c'est que le glaucome, ça se traite avec des gouttes, alors que la DMLA, ça ne se traite pas avec des gouttes. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont été en mesure de faire des gouttes pour le glaucome qui va faire en sorte que la pression oculaire va être réduite à l'intérieur de l'œil. Faire de la pression, faire du glaucome, ça endommage le nerf optique. Alors, c'est important de bien contrôler cette pression-là pour ne pas endommager le nerf optique. Lorsque le nerf optique s'endommage, c'est la vision périphérique qui part en premier. Alors, si on a la DMLA et qu'on fait aussi du glaucome, parce que ça se peut, on peut avoir les deux maladies en même temps, ben, c'est pas drôle là, de perdre et la vision périphérique et la vision centrale. Là, ça veut dire que c'est pas légalement aveugle. Là, c'est la fin en soi de tout ça, c'est être aveugle. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est que le glaucome, je pense que c'est plus facile à traiter que la dégénérescence. C'est la dégénérescence du nerf optique est plus lente que la dégénérescence maculaire. Mais là encore, ça dépend comment grave ton glaucome est. Puis ça, c'est seulement le médecin qui va pouvoir vous dire ce qu'il en est exactement. De manière anecdotique, hier, j'étais chez mon optométriste, je sentais de la pression oculaire, mais ça peut être des fois quelque chose de bénin, comme dans mon cas, c'était la sécheresse oculaire qui créait une rougeur puis une petite pression. Donc, on ne peut pas, encore un bel exemple, il faut aller voir l'optométriste au point de départ quand on sent quelque chose et ne pas présumer de ce qui arrive dans nos yeux. Il y a une dame Oh, ici qui attends une minute, Sylvie, oh, je vas-y, voudrais vas-y. ajouter quelque chose sur la pression à l'intérieur de l'œil. Lorsqu'on reçoit des injections, ben, même s'ils nous injectent une petite quantité de liquide, une petite quantité de médicaments, ça fait monter la pression à l'intérieur de l'œil. Donc, avant de recevoir nos injections, ils prennent toujours la pression et ça peut arriver que si votre pression est trop haute, qu'ils ne pourront pas vous injecter parce que c'est dangereux pour le nerf optique. Mais heureusement, moi, ça m'est jamais arrivé, là, même si j'ai eu beaucoup de malheur au niveau de ma vue. Ça, la pression, ça a l'air à être correct. Tant Mais c'est mieux. quelque chose qui est très surveillé par les optométristes, habituellement, la pression intraoculaire. Ouais. Il y a une personne ici qui demande en quoi consiste un trou lamellaire par rapport à la DM. Ouais, j'ai vu ça dans les questions. Puis moi, je connais pas le trou lamellaire, mais je connais le trou maculaire. Le trou maculaire, c'est. Puis peut-être que c'est. Je pense que c'est ça. Faudrait que je fasse une petite recherche, là. Mais le trou maculaire, c'est quand même. Je vous ai dit tantôt que la macula avait 5 millimètres de diamètre et l'œil 1 pouce. Donc, la macula, c'est très petit. Puis, il y a un trou qui se forme dans une des membranes de la macula. Et ça, ben, ça fait en sorte qu'on voit moins bien aussi parce que c'est par la macula que notre cerveau développe les images de la vision centrale et transmises par le nerf optique. Mais si on n'a pas, si notre film est brisé, ben, on va voir moins bien, puis ça s'opère. Il y a une opération qui existe, mais la seule façon de diagnostiquer ça, c'est de passer un scan, un OCT scan. Alors, Parfait. c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. Ici, une question qu'on entend aussi souvent, quelqu'un qui a des injections depuis longtemps qui se demande est-ce qu'il y a un jour où on arrête les injections? Malheureusement, la vraie réponse, c'est non. Non, parce que je vous ai dit que la DMLA humide se développait, c'est notre organisme qui essaie, c'est un moyen de défense. On essaie d'oxygéner notre œil. Chez certaines personnes, ça ne le fera pas. Nous, on a une surréaction de notre système de défense, notre système immunitaire. Pourquoi on a ça? Il y a toute l'histoire là, de la cascade du complément. Là. Mais je vais laisser à un médecin le soin de vous expliquer ça. Mais non, théoriquement, on n'arrêtera pas. On peut espacer
à rallonger l'intervalle entre les injections, mais ça, c'est le médecin qui va décider ça. J'ai déjà vu ou parlé avec des patients que le médecin a dit oui, on arrête parce que vraiment, il y avait zéro activité. Mais ça va nécessiter un monitoring et pas une fois par année, là. C'est vraiment au moins aux 3 mois, je dirais. Puis la grille d'hamster va prendre toute son importance parce que si la forme humide revient, vous allez le voir tout de suite sur la grille. Je réponds vite à une dame qui demandait, voulez-vous me rappeler le nom des deux vitamines dont on a parlé tantôt? Il y a le Vitalux et il y a Préserve Vision. J'en profite pour vous dire que vous allez recevoir après l'événement un courriel avec la vidéo de la conférence. Donc, vous pourrez la réécouter. Et de toute façon, elle va être entreposée sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Donc, vous pourrez en tout temps aller revoir cette conférence. Il y a une dame ici qui demande, est-ce que les gouttes oculaires, ça peut m'aider au niveau de la dégénérescence maculaire sèche? Non, non. Je vous dirais que les gouttes aident pour. En fait, il y a des gouttes qui traitent les infections, qui traitent le glaucome, qui traitent les yeux secs, puis il y a des gouttes qui traitent l'inflammation, mais il n'y a aucune goutte qui traite la dégénérescence maculaire. Dans les recherches, ils essaient de trouver une goutte pour la forme humide, mais la forme sèche comme telle, la dégénérescence, il n'y a aucune goutte qui va traiter ça, qui va ralentir ça, à moins qu'ils trouvent un. Parce qu'actuellement, la seule façon de rejoindre la macula, la rétine, c'est à travers une injection intravitréenne. Donc, comme c'est pas possible de traiter rien au niveau de la macula avec les gouttes pour le moment, ben moi, je ne vois pas ça dans un avenir rapproché, là. Il y a une dame ici qui demande, et je vais prendre une dernière, en fait, une question ou deux parce que le temps passe, qu'on veut respecter notre horaire. Il y a une personne ici qui dit qu'elle a des injections, mais qu'après, elle voit un rond, un petit point rond dans sa Ah main. oui, oui, oui. Est-ce que En c'est fait, normal? oui, oui, c'est normal. Mais des fois, on en a, des fois, on n'en a pas, mais c'est des bulles d'air. Le Ah, médecin il essaie d'enlever le plus d'air possible dans la seringue, là. Mais quand il en reste, ça fait un point noir, puis ça part entre 24 et 48 heures. Oui, c'est pas le fun, mais ça m'arrive aussi d'avoir des points noirs. Ouais. donc, tu sais, quand on regarde tout ça, on peut retenir certaines conclusions. Quand on voit quelque chose qui change dans sa vision, c'est toujours mieux d'aller consulter un professionnel de la vue. L'optométriste, c'est un petit peu comme le médecin de famille. C'est la première ligne pour la santé Ouais. visuelle. Et avoir un deuxième avis quand on doute, c'est sûr quand on est inquiet, on a deux yeux, tu sais, on doit faire attention soi-même à sa vision, c'est sûr. Donc, Hélène, je te remercie beaucoup encore une fois pour cette conférence. Et donc, tous les participants vont recevoir le courriel dans les prochains jours. Habituellement, dans les 3 jours, on est capable d'envoyer le courriel avec la vidéo. Ce que je veux mentionner aussi, c'est qu'on a une prochaine conférence qui s'en vient le 11 avril à 10 heures le matin. C'est un autre format, c'est Evelyne Laroche, ergothérapeute, qui va parler des défis présentés dans le domicile d'une personne atteinte de dégénérescence maculaire, surtout quand elle a une perte de vision plus avancée. Donc, Evelyne on va transmettre aux gens qui sont inscrits une présentation avec des commentaires en audio à regarder avant la conférence. Et la conférence, ça ne sera que de questions-réponses. Ah, donc, c'est un autre format. Donc, on vous invite à y participer parce que ça va être, je l'ai vu, sa présentation, c'est fort intéressant. C'est toutes les pièces de la maison, l'éclairage, beaucoup de questions pratiques que les gens se posent au sujet quand on est rendu à un stade de perte de vision plus avancé. Et je réitère ce que je disais tantôt, toutes nos conférences passées sont sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous allez
sur YouTube et vous tapez AQDM ou Association québécoise de la dégénérescence maculaire, vous allez voir les présentations, la présentation d'Hélène qui a été donnée à quelques reprises, la présentation sur l'atrophie géographique qui a été donnée en janvier et celle sur les traitements pour la dégénérescence maculaire humide. Donc là, vous avez encore plus d'informations détaillées sur les deux grandes formes de la dégénérescence maculaire. Donc, on va conclure ici notre conférence de ce soir. Donc, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et ben, on vous invite à vous inscrire pour nos prochains webinaires et à visiter notre site web et à nous téléphoner ou à nous écrire si vous avez des questions. Merci Hélène et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir.